Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. L'hybridation en formation est souvent réduite à une simple alternance de distanciel et de présentiel. Et pourtant, on peut imaginer des parcours bien plus riches que cela. On peut imaginer mixer les lieux, les temporalités et les relations. Et c'est ce qui va favoriser l'engagement des apprenants. En effet, l'hybridation des parcours de formation ouvre la voie à une expérience de formation plus centrée sur l'apprenant, plus stimulante et plus flexible. Mais pour cela, il est essentiel de repenser son ingénierie pédagogique. Et c'est ce que nous allons voir concrètement dans cet épisode avec Raphaël Lauer, qui est directeur de projet Blended et Innovation chez Veryup, et Nolwenn Bonvalot, senior consultante e-Compte Manager et responsable de l'expérience client chez Veryup également. Bonne écoute à tous! Bonjour Nolwenn, bonjour Raphaël et bienvenue! Bonjour Anne-Marie. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, je suis vraiment ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode et j'ai hâte de découvrir vos bonnes pratiques pour créer des parcours hybrides engageants. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et nous présenter vos parcours en quelques mots rapidement? Donc, Nolwenn, tu commences? Honneur aux femmes. Avec plaisir. Alors moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que consultante plutôt en conduite du changement et en organisation. Et là, ça fait 5 ans tout pile que je suis chez Veryup. Donc, je suis consultante account manager senior et j'ai également une casquette de responsable de l'expérience client. Et donc, peut-être pour repositionner pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Veryup, notre cœur de métier, c'est de créer des parcours de formation hybride, sur mesure, pour nos clients, quel que soit le sujet de la formation. Donc, soft skills comme des formations plus techniques et métiers. Merci. Raphaël ? Oui, alors moi, académiquement, je viens plutôt du monde des sciences cognitives et par la suite, j'ai fait toute ma carrière finalement dans le monde de la formation et j'ai rejoint les équipes de Veryup il y a maintenant 3 ans au poste de directeur innovation et projet Blended. Et mon rôle ici est de bouger un petit peu les lignes, essayer de réfléchir un petit peu à comment on peut faire des choses différentes et les faire différemment, tant sur les points de vue de la pédagogie que sur les techniques utilisées. Merci. Donc, nous connaissons tous les formations en blended learning et vous nous parlez aujourd'hui de formation hybride. Alors, quelle est la différence? Moi-même, personnellement, je ne connais pas forcément la différence. Alors, dites-nous, Raphaël. Ouais, c'est vrai que quand on pose la question en formation ou dans des conférences, tiens, c'est quoi la différence pour vous entre formation en blended learning et formation hybride? Souvent, pour les gens, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que formation hybride serait la traduction finalement française du terme blended learning. Alors qu'en réalité, quand on se penche un petit peu sur la littérature académique et scientifique sur la formation, que ce soit en pédagogie, en andragogie, on est amené souvent à différencier les deux notions. Donc la formation en blended learning, c'est ce qu'on connaît peut-être le plus tous, c'est une formation qui va mixer les modalités, donc synchrone, asynchrone, physique et digital, dans un parcours cohérent et dans la plupart du temps assez linéaire. Donc c'est-à-dire que si on suit tous les trois, par exemple, un parcours blended learning sur l'innovation en formation, on va plus ou moins suivre la même histoire avec, par exemple, une classe virtuelle d'ouverture, quelques modules e-learning, des sessions synchrones pour mettre en œuvre, etc. Mais finalement, on aura tous les trois, malgré nos besoins différents, malgré nos contraintes différentes, un parcours assez similaire. Alors, on peut bien sûr casser cette linéarité avec de l'adaptive learning qui va permettre d'adapter un petit peu les contenus de la formation au niveau de l'apprenant et à son comportement. Mais dans l'idée, on a quand même quelque chose qui est assez semblable et assez linéaire pour tous les trois. Le modèle hybride, au contraire, propose d'aller un peu plus loin en cassant en quelque sorte le cadre et les carcans de la formation et en mixant finalement 3 dimensions, les lieux, les temporalités et les relations. Alors ça peut paraître un petit peu abscon dit comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir potentiellement dans un même parcours une myriade de modalités pédagogiques et que chaque apprenant va être amené à construire son propre parcours dans cette large bibliothèque.
Ça veut dire qu'une partie des apprenants suivra la formation en salle, par exemple, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'une autre partie la suivra à distance. Ça veut dire que parfois, un formateur sera présent en salle avec les apprenants et que d'autres fois, on aura de la formation entre pairs et sur le terrain. Ça veut dire, par exemple, que certains choisiront de travailler seuls alors que d'autres préféreront travailler en groupe. Et finalement, peu importe le chemin choisi, tous atteindront les compétences cibles. Bref, l'idée, c'est de donner un peu plus de liberté à chaque apprenant dans la construction de sa formation pour qu'il en soit un véritable acteur et qu'il puisse choisir les modalités, les manières de se former, les temps de formation les plus propices à son fonctionnement et à ses contraintes. Très bien, donc ça ressemble vraiment à un parcours à la carte, quelque part. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de donner de la liberté aux gens. Alors attention, ça ne veut pas dire que blended learning et formation hybride sont des concepts qui s'opposent. On est plutôt sur un large spectre avec à un bout le blended et à l'autre bout l'hybride, et donc pléthore de possibilités entre les deux, avec, tu as raison, toujours cette idée un petit peu de formation à la carte. Et nous d'ailleurs, on n'a pas du tout envie de dire que l'hybride c'est forcément mieux que le blended, mais ça ouvre un petit peu un champ des possibles. Ça invite en tout cas à réfléchir un petit peu la formation différemment pour justement ouvrir un petit peu les carcans dans lesquels parfois la formation peut tomber. Très bien, on comprend mieux du coup la différence. Et donc, quel est l'intérêt pour les entreprises de se lancer dans l'hybridation de leur formation ? Nolwenn, tu peux nous répondre ? Avec plaisir. Du coup, comme le disait Raphaël, c'est aussi pour casser les carcans. Je dirais qu'il y a deux intérêts principaux, et j'insiste sur principaux parce que en vérité, il y a d'autres intérêts. Pour moi, le premier intérêt, c'est que l'hybridation, c'est un outil merveilleux pour renforcer l'engagement des apprenants. C'est-à-dire alors je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de Philippe Carré sur l'auto-formation en entreprise, et il parle notamment d'apprenance. Donc il définit ça comme un ensemble durable de dispositions favorables à l'acte d'apprendre dans toutes les situations. Et en fait, il a montré à travers ses travaux que le sens donné à la formation et l'autonomie laissée à l'apprenant dans son apprentissage sont un facteur d'engagement fort et durable. Et ça peut être mis en lien avec l'effet Ikea. Alors, je sais pas si tu le connais, Anne-Marie, mais c'est ce biais cognitif qui fait qu'on attache plus d'importance à quelque chose qu'on a créé nous-mêmes qu'à quelque chose qu'on a acheté ou qu'on a subi. Et donc, l'hybridation, elle va donner ce pouvoir aux apprenants. Chacun peut construire son parcours en fonction de ses besoins, de ses envies, et donc plus engagé dans son parcours, et donc l'impact des formations est meilleur. Ça, c'est le premier intérêt, on va dire, pour les entreprises. Le deuxième intérêt, c'est que l'hybridation, c'est un super outil de personnalisation de la formation. On a une personnalisation qui est vraie pour les apprenants. Donc, comme l'a expliqué Raphaël, l'hybridation, elle va permettre à chaque apprenant d'adapter sa formation à ses contraintes. J'ai peu de temps, je ne souhaite pas ou je ne peux pas me déplacer. Je préfère apprendre en groupe ou je préfère explorer un sujet seul, etc., etc. Et c'est aussi d'ailleurs de manière très naturelle une réponse directe aux questions d'accessibilité et d'inclusion. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes contraintes, tu vas pouvoir construire un parcours qui répond à ces contraintes-là et qui te ressemble. Et puis c'est aussi vrai pour les entreprises. L'hybridation, elle va permettre de répondre aux contraintes matérielles, de moyens budgétaires, de ressources disponibles, et elle va apporter du coup des alternatives à toutes les situations. On imagine assez bien quand on est formateur, tu as fait ton caout et en fait il est inutilisable parce qu'en fait tu es dans une zone blanche, tu n'as pas accès à Internet. Et si tu as construit ton parcours en mode hybride, tu vas pouvoir facilement avoir sous le coude une activité clé en main que tu vas pouvoir mobiliser. Pareil, si tu souhaites déployer une formation ou une information sur l'orientation stratégique de ton entreprise à l'ensemble des collaborateurs, tu vas pas pouvoir te permettre d'organiser des ateliers présentiels pour tous les collaborateurs. Potentiellement, il y a certains sites industriels qui n'auront pas des équipements nécessaires pour faire de l'e-learning. Le fait de penser la formation en mode hybride te permet de toucher tout le monde avec différents moyens. C'est super intéressant, mais du coup avec ce format, parce que donc chaque apprenant va plus ou moins suivre selon ses envies, ses besoins, est-ce qu'on peut arriver à garantir que chacun va bien suivre l'ensemble des contenus qu'il doit suivre, l'ensemble du parcours qui est prévu? Raphaël? Ouais, c'est une très bonne question et c'est une des complexités effectivement d'un modèle hybride de formation. Alors,
À vrai dire, c'est une question qu'on pourrait poser sur chaque formation, même sur un parcours blended, comment assurer que l'apprenant suive bien tout jusqu'au bout, etc. Mais là, c'est vrai que c'est encore renforcé du fait que il y a ce côté un petit peu à la carte et chacun peut aller construire comme ça son parcours. Donc ça pose vraiment la question finalement du continuum pédagogique entre plusieurs modalités finalement. Donc parce que comme je le disais tout à l'heure, le modèle hybride, il propose vraiment de casser et de mixer les temporalités, les espaces et les relations. Et donc ça donne une assez grande liberté aux apprenants. Donc la question, c'est effectivement comment assurer pour chaque apprenant la cohérence au sein du parcours. Comment est-ce qu'on a l'impression d'avoir une logique qui me fait passer de A à B à C jusqu'à Z, alors que finalement ce ABC n'est pas le même pour moi, pour mon collègue, pour mon manager, etc., etc. Donc comment on fait finalement pour que la pédagogie soit bien dosée? Alors, en réalité, je pense qu'il doit y avoir 1000 réponses à ces questions. Mais on essaie d'identifier, nous, 5 clés qu'on essaie d'appliquer à tous nos projets. Alors, qui ne sont pas du tout forcément des clés spécifiques à l'hybridation, comme je le disais, mais ce sont des éléments auxquels il faut être encore plus vigilant quand on se lance dans un parcours, on va dire, full hybride, avec beaucoup de modalités. La première clé qu'on a identifiée, c'est d'avoir en amont du projet un vrai travail éditorial sur l'ensemble du projet, pour que tout soit lié, que tout fasse sens. Mais c'est hyper important dès le départ de déterminer une charte graphique, donc tout ce qui est couleurs, pictos, photos, symboles, etc. Mais aussi une ligne éditoriale forte, comment on s'adresse aux personnes, quel ton on emploie, quel niveau d'humour on met en place, etc., etc. Et de cette manière, d'une part, ce sera intéressant pour l'apprenant parce qu'il aura un fil rouge dans la forme du parcours, même si c'est pas une histoire qu'on suit de A à Z, encore une fois, mais on aura au moins des éléments de fil rouge qui vont venir comme des marqueurs de la formation. Mais c'est aussi très très important si vous avez plusieurs concepteurs pédagogiques, plusieurs ingénieurs pédagogiques qui travaillent sur le même parcours pour assurer une cohérence entre toutes les productions et tous les livrables. C'est une bonne manière finalement d'assurer qu'on ne remarque pas si tel ou tel module a été fait par tel ingé ou tel ingé. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est long au début, mais qui est vraiment primordial. Deuxième clé qu'on pourrait citer, là encore fondamentale, c'est vraiment l'implication de tous les acteurs dans l'ensemble du parcours et dans l'ensemble des modalités. Que ce soit les concepteurs, les formateurs, les sponsors, les managers, il faut que chacun ait une vision d'ensemble de toutes les modalités qui ont été créées, du parcours, etc., pour qu'un formateur, par exemple, sache ce qui a été vu en amont de son intervention et ce qui sera vu ensuite. Je pense qu'on l'a tous vécu déjà. Moi, j'ai des souvenirs, d'étudiants, pour le coup, un peu ancien, mais des souvenirs de profs qui nous donnent le même contenu et les mêmes messages clés qu'un autre prof qui est intervenu 2 heures auparavant parce qu'il ne s'est pas coordonné entre eux sur ce fameux continuum pédagogique. Et ça, c'est un risque assez fort dans l'hybridation et qu'il faut gommer justement en impliquant le plus possible les gens. Autre clé qui peut être importante, c'est vraiment le fait de pousser un travail réflexif chez les apprenants. C'est-à-dire que ça peut être compliqué pour l'apprenant de ne pas se perdre dans un parcours hybride. Et donc, c'est important de lui proposer des temps de prise de hauteur sur tout ce qu'il a vu, sur les compétences acquises, etc., pour qu'en fait, lui-même se questionne sur ses apprentissages et sur comment il va mettre en œuvre ses apprentissages dans son quotidien. Donc, c'est un peu inspiré des travaux de Vygotsky, pour ceux qui connaissent. Et l'idée, ça va être, par exemple, de proposer des temps de réflexion aux apprenants à des moments clés de la formation pour leur demander, tiens, là, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce que tu penses que ce que tu as appris, ça va impacter ton quotidien? Qu'est-ce que tu vas mettre en place quand tu vas retourner à ton poste, etc. Donc, ça peut prendre la forme ça peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut être un petit carnet de bord, finalement, de sa formation. Ça peut être quelque chose de numérique qui te suit un petit peu partout. On peut imaginer plein de solutions, mais l'idée, encore une fois, peu importe la techno utilisée, ça va être de proposer à l'apprenant vraiment des temps de prise de hauteur sur ses propres apprentissages. Et enfin, le dernier point, on a beaucoup mis l'accent tout à l'heure sur la liberté donnée à l'apprenant. Alors, je ne voudrais pas que les personnes qui nous écoutent pensent que c'est un peu la chienlit et que du coup, une fois que les modalités sont en place, après chaque apprenant fait ce qu'il veut. Pas du tout. Le dernier point, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire que dans un parcours hybride, il faut qu'il y ait un accompagnement beaucoup plus fort, soit d'un formateur, soit d'un coach, soit d'un manager, voire d'un poste à créer, qui serait justement une espèce de référent parcours hybride, pour que cette personne puisse
effectivement vérifier que à tel instant, les compétences acquises ont bien été acquises et que ces personnes-là puissent aussi proposer, si besoin, des modalités de remédiation pour mettre au bon niveau. Encore une fois, même s'il y a beaucoup de liberté qui est donnée à l'apprenant, l'idée, c'est que le formateur ou le manager puisse lui aussi être force de proposition pour conseiller des morceaux de parcours, conseiller des modules, conseiller des briques pédagogiques pour que cette construction se fasse à plusieurs mains. Donc il y a vraiment cette idée finalement d'avoir un interlocuteur fort dans le parcours, quelqu'un qui va aider pendant le parcours et qui sera aussi là un petit peu pour l'incarner, pour lui donner corps et pour lui donner de la vie. Merci Raphaël. Mais si on parle conception, donc dans ce parcours hybride, si j'ai bien compris, il faut prévoir une multitude de formats. Nolwenn parlait tout à l'heure d'un caout et d'une autre modalité qui remplacerait ce caout en zone blanche. Donc j'imagine que ça demande plus de budget pour la conception. Donc est-ce que c'est plus cher à concevoir ou pas? Nolwenn. Alors oui et non. On adore ce genre de réponse. Oui, c'est plus cher dans le sens où si effectivement on crée davantage de modalités, forcément il y a un moment où on va y passer plus de temps, on va y passer plus de moyens. Mais c'est peut-être un faux problème. Si on considère qu'effectivement ce coût est un investissement et qu'on voit in fine de meilleurs résultats dans la formation, et donc, évidemment, selon la formation, un meilleur chiffre d'affaires de l'entreprise, une meilleure performance pour l'entreprise. Donc là, on aura évidemment défini en amont les indicateurs qu'on va suivre. Mais le coût est finalement pas plus important ramené à ce qu'il rapporte. On est vraiment, on va réfléchir un peu en termes de ROI. Et puis si on regarde d'un point de vue moins comptable et plus opérationnel, avec l'hybride, on a une granularité plus forte des modalités. Donc un même grain pédagogique, tu pourras l'utiliser dans différents parcours. Donc ce qui t'apparaîtra plus cher à l'échelle d'un parcours pourra en réalité être plus économique si tu as une vision plus globale de toute ton offre de formation. Et puis, on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais tous les outils d'IA qu'on voit émerger aujourd'hui peuvent être une solution aussi pour diminuer les coûts de production et de conception. Imaginons, on crée à la main une modalité, par exemple une vidéo. On pourra imaginer dans le futur des outils qui vont permettre de décliner cette vidéo sous d'autres formes de façon très rapide et très optimisée. D'accord. Oui, donc il faut pas hésiter à aller chercher des outils gratuits pour concevoir, pour baisser justement le coût. Et si on illustrait un petit peu maintenant avec quelques exemples, vous auriez quelques exemples concrets de formation hybride à nous partager pour qu'on puisse se projeter ? Raphaël, je suis sûre que tu as des exemples. Ouais, on a quelques trucs effectivement. Alors, juste, c'est vrai que de manière générale, on essaie de mettre un peu d'hybride dans tous nos projets. Comme je disais avant, c'est un peu un spectre entre blended d'un côté et hybride. Donc, on va essayer d'hybrider parfois quelques petits moments d'une formation blended pour donner à certains instants clés du choix aux apprenants. Par exemple, ça peut être des choses tout bêtes, mais en formation présentielle d'une journée, certains ateliers, par exemple, on va laisser le choix aux participants. Et quand je dis aux participants, c'est vraiment à chaque participant de faire l'atelier soit seul, soit en groupe, etc., pour que chacun puisse travailler un peu selon la modalité qu'il préfère. Pareil pour des parcours plus asynchrones, on peut parfois avoir des activités un peu différentes et chacun va choisir celle qui l'intéresse le plus. Donc c'est vraiment important, je pense, d'avoir cette idée-là en tête de parfois hybrider des parcours de formation blended par petites touches. Par contre, c'est vrai qu'on a aussi été amené à faire des projets et des parcours full hybride parce que ça répondait parfaitement aux contraintes et aux besoins du projet. L'exemple qui me vient en tête le plus naturellement, et c'est celui dont on parle beaucoup, parce que c'est vraiment un cas d'école pour l'hybridation, c'est le projet Feedback. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte sur ce projet, l'idée était de créer plus de 120 heures de cours. Chaque cours devait exister en présentiel et à distance, et ces cours étaient à destination d'élèves de CAP, Bac Pro et BTS du milieu du bâtiment sur toutes les questions relatives à la rénovation énergétique. Donc en gros, c'est comment former des futurs artisans et experts du bâtiment à rénover des bâtiments en garantissant le confort des personnes qui y habitent, des habitants, mais tout en ayant une efficacité énergétique optimale.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est en partenariat avec l'éducation nationale, et donc ça va être déployé auprès de lycées, de collégiens, etc., etc. Sauf que des lycées et des collèges, il n'y en a pas deux qui sont pareils, il n'y en a pas deux qui ont le même matériel, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes organisations de cours, pas deux qui ont les mêmes profs, etc., etc. Et donc on ne pouvait pas du tout miser sur une espèce de cahier des charges qui nous dirait ok, le matériel partout c'est ça, les ressources partout c'est ça, etc., etc. Et donc il fallait produire tout cela dans un temps quand même relativement court. On avait 1 an de production en comptant aussi la formation des profs pour qu'après eux puissent animer les cours. Donc c'était un petit challenge pour nous de créer tout ça. Et donc on s'est lancé vraiment sur une approche hybride. Donc ça a commencé déjà par une méthode de travail avec, comme je le disais avant, du temps passé, vraiment beaucoup de temps, presque 3 mois, sur la définition de la ligne éditoriale, justement, dont je parlais tout à l'heure, et de nombreux modules un petit peu étalons pour pouvoir justement garantir l'uniformité de la production, peu importe quel concepteur après chez nous allait effectivement concevoir les modules. Et ensuite, on a aussi dû essayer de proposer pour chaque activité des variations. Alors comme je le disais avant, il y avait à chaque fois une version du cours pour de l'animation en salle, mais aussi une version pour être suivi en autonomie par les élèves chez eux. Mais même pour les animations en salle, comme je le disais avant, il n'y avait pas de lycée qui était pareil, donc on devait trouver des alternatives. Par exemple, on a été amené à faire pas mal d'expériences en réalité virtuelle pour simuler des audits, des machins comme ça. Alors, pas tous les lycées étaient équipés de casques de réalité virtuelle, donc on a par exemple fait toutes les expériences à la fois au casque, mais aussi sur PC, sur smartphone. On a fait en sorte que chaque activité puisse être vue soit seule en autonomie, soit en binôme, soit avec le prof ou sans le prof. On a fait en sorte que chaque activité puisse être faite avec de la tech. Donc par exemple, on avait une activité où il fallait apprendre à repérer des caméras thermiques, des ponts thermiques à l'aide d'une caméra thermique dans son environnement, sauf que chaque lycée n'avait pas de caméra thermique. Donc comment est-ce qu'on trouve des petites méthodes comme ça pour faire en sorte qu'un élève puisse acquérir la compétence, utiliser une caméra thermique, même s'il n'a pas de caméra thermique à disposition? C'est des choses qu'on a dû imaginer. Et finalement, alors, on n'est pas full hybride dans le sens où c'est pas chaque élève qui va choisir comme ça le parcours qu'il va suivre, mais on a suffisamment d'outils pour donner à chaque prof les moyens de dispenser son cours, encore une fois, peu importe les ressources à disposition. Et peut-être Merci pour cet exemple. Pardon, pour rebondir aussi là-dessus, et s'il y a des gens qui nous écoutent et pour qui tous ces sujets de réalité virtuelle, de ponts thermiques sont un peu lointains, donner un exemple assez simple de transformation d'une formation de formateur. On a fait ça pour un client, donc l'objectif était de transformer 2 journées de formation de formateurs qui étaient à destination de gens du métier qui forment notamment des clients aux produits de l'entreprise. La problématique, c'est qu'on avait une seule formatrice en capacité de déployer ce parcours de formation dans le monde entier, donc avec des coûts de déplacement, du temps de déplacement, un sujet d'empreinte carbone aussi pas optimisé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un atelier pour co-construire ensemble avec cette formatrice le nouveau format, du coup avec cette notion d'hybride et d'imaginer plusieurs modalités pour qu'elle puisse, elle, adapter son déploiement aux cibles qu'elle aura, au pays, etc. Et c'est un projet qui va être mené en plusieurs étapes, puisque pour répondre aux enjeux budgétaires qu'on a abordés tout à l'heure, on a d'abord produit le parcours en classe virtuelle, et puis quand d'autres budgets seront débloqués, on produira peut-être des e-learning, peut-être d'autres formats. Donc ça peut aussi se faire étape par étape. D'accord. Et est-ce que vous voulez nous donner comme dernier exemple le parcours d'onboarding chez Veriop? Parce que je sais que vous avez un parcours d'onboarding qui est top. Effectivement, on a un parcours d'onboarding qui est bien travaillé. Et on peut faire un petit clin d'œil à Vanessa, qui est notre talent recruteur et qui travaille beaucoup dessus. Chez Veriop, on est en croissance et on accueille beaucoup de gens et on veut les former rapidement à nos méthodes et à nos partis pris. On a aussi envie, parce que c'est nos convictions pédagogiques, que chacun soit acteur de son onboarding, s'y sente bien, et puis s'y creuser les points qu'il juge importants.
Donc on a un parcours qui est pas full hybride, dans le sens où il y a des choses obligatoires, il y a des moments et des formats imposés, mais on a quand même laissé un grand degré de liberté aux participants et des mêmes notions peuvent être abordées sur différents formats. Donc on a un parcours qu'on a mis sur un SPOC, donc c'est une plateforme en ligne qui est très libre, c'est-à-dire que moi je peux décider de faire le module 1, puis le 2, puis le 3, mais Raphaël peut-être qu'il a fait d'abord le 5, après le 4 et après le 1. On a aussi des ateliers qui sont menés par les pairs, parfois en présentiel, parfois à distance. On a des défis sur le terrain qui sont réalisables seuls ou en groupe ou les deux. On a des temps d'échange avec les managers réguliers, souvent en dehors des bureaux d'ailleurs, dans des cafés, des choses comme ça. On a mis en place des cafés découvertes pour apprendre de ses pairs. C'est pareil, chacun les organise à son rythme. Certains nouveaux arrivants se font des challenges du nombre de cafés découvertes qu'ils ont réussi à faire dans leur période d'onboarding. On a des ressources à disposition pour aller plus loin, que les gens aient envie ou le temps de le faire. Voilà, il y a plein de petits ingrédients comme ça qu'on va aller mobiliser, soit à la carte, soit dans un temps en tout cas qui nous est propre, et c'est vraiment au choix soit de l'équipe, soit de la personne qui est onboardée. Eh bien, merci pour ces exemples qui nous permettent de mieux visualiser ce qu'est l'hybridation des formations. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question de conclusion pour conclure justement. Donc, quels sont les 3 points clés, selon vous, à retenir pour créer des parcours hybrides engageants? Les 3 points clés, les 3 conseils que vous donneriez à nos auditeurs. Je pense que le premier, je vais rebondir sur ce que disait Nolwenn à l'instant, avec par exemple les cafés découvertes, les points dans les cafés, etc. Je pense que le premier, et c'est vraiment l'invitation que nous fait le modèle hybride, c'est de casser un petit peu les codes et les paradigmes de la formation comme on l'a en tête tous de manière générale. C'est-à-dire sortir de la salle, sortir de la session de formation formelle, etc. C'est vraiment juste imaginer d'autres choses et se permettre d'oser d'imaginer d'autres choses. C'est vraiment, je pense, le premier point et le point le plus important. Le deuxième, c'est peut-être de se dire, on reste humble par rapport à tout ça, et encore une fois, on va pas tous se mettre à faire de la formation 100% hybride tout de suite là demain pour plein de raisons différentes, et que du coup, il faut accepter qu'il y ait plusieurs niveaux quelque part d'hybridation, et qu'on peut par petites touches venir hybrider une journée de formation, un petit parcours, un machin, juste en laissant à certains moments clés un peu plus de liberté à nos participants, à nos apprenants. Et ensuite, le dernier point, qui est là encore, je pense, fondamental, c'est pas parce qu'on laisse plus d'autonomie aux participants qu'on les lâche dans la nature et on se dit, tiens, j'ai mis plein de modalités en ligne, c'est bon, les gens sont formés. Non, encore une fois, tout ça nécessite tout de même un accompagnement bien plus renforcé. Donc je pense que les 3 points les plus saillants de tout ça, le premier, c'est oser casser les codes et les paradigmes. Le deuxième, c'est se dire, on peut le faire par petites touches et on peut faire de la baby step d'hybridation. Et le dernier, c'est il faut un accompagnement toujours des participants, soit managérial, soit d'informateurs, pour garantir tout ça. Nolwenn, tu es d'accord ou tu veux rajouter un autre point? Évidemment, je suis d'accord avec Raphaël. Si je l'étais pas, il m'en voudrait. Après, il va venir me voir, ça va être terrible. Mais surtout, on peut ouvrir aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je fais une fixette sur l'IA en ce moment, mais parce que c'est un sujet qui est au cœur de nos discussions. Mais c'est vrai qu'avec les avancées de l'IA, des data science, on va aller de plus en plus loin sur l'hybridation. Ça va faciliter la conception en multimodalité. Donc, on fait déjà pas mal de choses avec l'adaptive learning, par exemple. Donc, on n'en est qu'au début. Et c'est peut-être un 4e point clé que doivent retenir les auditeurs, c'est de se dire, en fait, il y a plein de possibilités. On est au début de l'hybridation. Et au-delà du fait qu'il y a plusieurs niveaux, on a peut-être aussi des outils aujourd'hui qui arrivent et qui vont nous aider à développer tout ça. Oui, tout à fait. Moi aussi, je crois beaucoup à l'aide de l'intelligence artificielle et qu'elle va beaucoup nous aider dans les phases de production, à nous alléger la production. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Nolwenn, merci beaucoup Raphaël. Donc pour cet échange vraiment super intéressant. Donc comme d'habitude dans les notes de l'épisode, eh bien je mettrai vos contacts LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec vous. J'indiquerai également le site de VeryUp et surtout le lien pour télécharger le livre blanc 5 clés pour hybrider vos formations que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à toi, Anne-Marie, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.